J'ai encore le souffle coupé par cette histoire. C'est viscéral, ça prend aux tripes dès les toutes premières pages. Ah oui, on est tout de suite happé. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, ce livre est extraordinaire. On plonge aujourd'hui dans La fille de papier de Guillaume Musso. C'est une plongée fascinante dans la psychologie de la dépression et dans la force brutale de l'amitié. C'est tout simplement vertigineux. On suit Tom Boyd, Un auteur à succès mondial qui, soudainement, se retrouve barricadé chez lui, incapable d'aligner deux mots, au fond du trou après une rupture amoureuse très médiatisée. et là, bim, en pleine nuit de tempête apocalyptique, une femme complètement nue atterrit au milieu de son salon inondé. C'est le paradoxe absolu, un créateur de génie totalement détruit qui doit faire face à ce qui semble être une hallucination vivante. Est-ce qu'on peut seulement imaginer un truc pareil? Surtout que l'enjeu est terrifiant. S'il n'arrive pas à écrire, si son imagination reste morte, cette femme va littéralement s'effacer et mourir sous ses yeux. Bah oui, parce que le truc fou, c'est qu'elle se présente comme étant Billy. Billy, l'héroïne de son roman. Ouais, elle lui annonce le plus calmement du monde qu'elle a glissé hors du livre. C'est absurde et génial en même temps. Elle a même un tatouage hyper spécifique, un symbole d'une tribu amazonienne que Tom avait inventé de toutes pièces dans ses brouillons. C'est ça. Et littérairement parlant, c'est ce qu'on appelle une métalepse. En fait, c'est quand on détruit le mur invisible entre la réalité de l'auteur et la fiction du personnage. Un peu comme le mythe de Pygmalion, non? Ce sculpteur antique qui tombe amoureux de sa propre statue et qui la voit prendre vie. Exactement. Sauf qu'ici, l'allégorie romantique se transforme vite en un cauchemar logistique et industriel. Grave, parce que l'explication de sa présence dans notre monde, elle est matérielle. En fait, 100 000 exemplaires du livre de Tom ont subi un défaut d'impression majeur dans une usine au Mexique. Un carnage éditorial. Mais totalement. L'histoire s'arrête net à la page 266, en plein milieu d'une scène d'action, sur les mots « hurla-t-elle en tombant ». Et après, plus rien que des pages désespérément blanches. Et c'est la décision industrielle qui suit qui déclenche le compte à rebours de l'histoire. Toute cette cargaison défectueuse de 100 000 livres est envoyée au pilon pour être broyée et recyclée. Et le lien de cause à effet est diabolique. C'est ça qui est dingue. À mesure que les machines au Mexique détruisaient le livre, le corps physique de Billy, dans le salon de Tom en Californie, commence à se désintégrer. C'est une trouvaille narrative brillante. On n'est pas dans un effacement magique façon conte de fées avec des petites étoiles. La dégradation de Billy, elle est cliniquement reliée à la chimie du papier. Ah oui, les détails sont même franchement glaçants. Elle fait des malaises hyper violents à cause d'une anémie sévère. Ce qui s'explique par la destruction de la cellulose. Son sang perd littéralement sa substance. C'est fou. Et elle se met à cracher une pâte noire ultra épaisse comme du goudron. Les pigments de l'encre d'imprimerie qui se liquéfient en elle. Et ses cheveux qui blanchissent d'un coup à une vitesse anormale. Ouais, ça c'est l'action des agents blanchisseurs chimiques, tu sais, comme l'eau oxygénée qu'ils utilisent dans l'industrie pour recycler la pâte à papier. Son corps subit le traitement chimique de l'usine. C'est ça qui transforme une métaphore poétique sur la lecture en un véritable thriller d'action hyper angoissant. S'ils veulent la sauver, ils doivent retrouver le tout dernier exemplaire survivant de ce lot défectueux. Le seul livre qui aurait échappé aux broyeuses. Une traque mondiale qui nous fait voyager de Rome à New York. Et le livre lui-même devient un personnage. Il passe de main en main, il est perdu, retrouvé, volé. Et il y a ce passage magnifique. À un moment, ce livre à moitié vide se retrouve entre les mains d'une femme malade. Et vu qu'il y a des dizaines de pages blanches à la fin, elle s'en sert pour écrire la recette d'un soufflé au chocolat de son enfance. C'est super émouvant. Les pages qui devaient raconter la mort fictive de Billy deviennent le réceptacle de la vraie vie d'une lectrice. Et cette course contre la montre, c'est là qu'entrent en scène les vrais héros de l'ombre de cette histoire. Les deux meilleurs amis de Tom, Milo et Carol. Ah, Milo et Carol. C'est vrai que sans eux, l'histoire s'effondre. L'amitié n'est pas juste un thème secondaire ici, c'est l'armure qui empêche les personnages de mourir. Totalement. Ce ne sont pas juste des faire-valoir comiques. Ils ont une profondeur et une noirceur incroyables. Milo, par exemple, derrière ses blagues, le mec est un ancien membre du gang MS-13. Le trafic de drogue, les vols de voitures, la violence extrême dès ses 12 ans. Il était programmé pour finir au fond d'un ravin. Et c'est Tom qui l'a littéralement arraché à ce destin. Et le passé de Carol est encore plus lourd. Quand ils étaient adolescents, dans les quartiers chauds de Los Angeles, elle subissait des atrocités à huis clos, un enfer quotidien. Et la façon dont Tom l'a sauvée à l'époque, c'est la clé de tout le roman. Il n'a pas utilisé la force physique, il a utilisé l'écriture. C'est génial de voir l'écriture comme un bouclier.
À 16 ans, il lui inventait un monde imaginaire protecteur, un chapitre par jour, juste pour la sortir mentalement de son cauchemar. C'est une démonstration magnifique de la résilience. Ça fait écho à cette phrase si forte d'Albert Camus, « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été ». C'est exactement ça. Tom a été l'été invincible de ses amis quand ils étaient brisés. Et maintenant que lui est au fond du gouffre, prisonnier de la dépression, Milo et Carol sont prêts à braver l'impossible pour lui rendre l'appareil. C'est une dette de survie. Et à travers ce blocage de Tom, on sent une réflexion très intime de l'auteur lui-même sur son métier. La pression du succès public, c'est un monstre qui peut te dévorer. Ah oui, l'angoisse de la page blanche, quand des millions de personnes attendent ton prochain livre. L'écriture y est décrite comme une drogue redoutable, un truc qui t'isole du monde réel. Il y a d'ailleurs cette citation de Dorothy Parker, que l'auteur affectionne, « Je déteste écrire, mais j'adore avoir écrit ». C'est tout le paradoxe de la création, la douleur de l'accouchement face à l'amour de l'œuvre. On sent presque des influences à la Stephen King là-dedans, le côté huis clos angoissant de misérie, mélangé avec la passion destructrice d'Éau Hurlevent. Oui, c'est une architecture hybride, une mécanique de thriller ultra efficace qui encapsule un drame psychologique très profond. C'est ça l'anatomie d'un tel succès. Mais là où le roman devient un chef-d'œuvre absolu, là où il manipule complètement notre esprit, c'est dans son dénouement. Le fameux retournement de situation. Il est hors de question de le divulgacher qu'ici, parce que l'expérience de la découverte est un électrochoc émotionnel. Mais disons simplement que tout ce qu'on croyait magique, tout ce postulat surnaturel qu'on a accepté depuis la première page, est subitement remis en question. Le livre déjoue toutes les règles du fantastique qu'il a lui-même établies. Et le génie, c'est que cette révélation finale ne détruit pas la magie, elle la déplace. C'est ça qui est bluffant. On aurait pu être déçu d'apprendre la vérité sur l'apparition de Billy et sur cette tempête, mais au contraire, ça rend l'histoire 1000 fois plus puissante. Parce qu'on réalise que la vraie prouesse, ce n'est pas qu'un personnage de papier prenne vie, c'est l'ingéniosité machiavélique et l'amour inconditionnel que des amis sont prêts à déployer pour sauver l'âme d'un homme. Ils ont utilisé le point faible de Tom contre lui-même, sa capacité viscérale en tant que romancier à croire au pouvoir d'une fiction. La réalité a imité la fiction juste pour le forcer à réagir. C'est une conclusion magistrale. Sous ses apparences de course-poursuite et de thriller métaphysique, c'est une histoire qui crie une vérité universelle sur la capacité réparatrice de l'art. Les histoires qu'on lit ou qu'on écoute ne sont pas juste des fuites hors du monde. Ce sont des laboratoires d'empathie, des refuges quand tout s'effondre. Elles nous apprennent à côtoyer le danger et la douleur, tout en nous fournissant les armes pour survivre à nos propres batailles. Ce qui amène forcément à une dernière pensée, un peu vertigineuse. Je t'écoute. Si la littérature, si les histoires ont un tel pouvoir sur notre cerveau, si elles peuvent influencer nos choix, façonner notre résilience comme elles l'ont fait pour les héros de ce livre, dans quelle mesure ne sommes-nous pas, nous-mêmes, le simple produit de nos fictions ? C'est fascinant. L'idée que notre personnalité serait malléable, réécrite par chaque film, chaque conversation, chaque livre qu'on absorbe. Sommes-nous tous, finalement, des personnages de papier dont l'encre se modifie au contact des histoires des autres ? C'est une question qui hante longtemps après la fin de la lecture. Il faut absolument plonger dans ce livre pour comprendre cette sensation. Une expérience littéraire et humaine inoubliable. Gardez toujours un œil sur les fictions qui vous entourent. Elles sont peut-être en train de vous écrire. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.